Bon, la dernière fois, nous avons vu que dans la chanson de Roland, qui est l'œuvre, la grande œuvre la plus ancienne de la littérature française, l'œuvre la plus représentative des chansons de geste et de leur esprit chevaleresque, belliqueux, féodal, tout ce qu'on veut, n'est-ce pas ? La chanson de Roland est une œuvre dont le ressort est tout entier dans l'humiliation infligée par Roland à son beau-père Ganelon. Et nous examinions, enfin non pas de très près parce que le temps passe, parce que c'est la dernière séance et que voilà, j'ai trop traîné au début, je suis trop pressé à la fin, enfin tout va mal, mais nous avons tout de même dans les grandes lignes comparé la version la plus ancienne, celle du manuscrit d'Oxford, ou la version que l'on désigne d'habitude sans autre précision comme la chanson de Roland, la version éditée par exemple par Jan Short dans Lettres gothiques, à d'autres versions, et en particulier la version V4, la version de Venise 4, qui est la version la plus importante à côté d'elle et qui représente un esprit, une tradition un peu différente. Et au moment de la scène fondamentale, la scène décisive, qui est la désignation de l'ambassadeur qui ira porter le message de Charlemagne au roi Marsil, roi sarrasin, à Saragosse, eh bien, il y a une dispute entre Roland et Ganelon, et c'est cette dispute qui suscite en Ganelon une telle rancœur qu'ensuite il trahit ou il s'arrange pour que Roland soit tué. Et nous avons vu que dans la version O, dans la version d'Oxford, après que l'empereur a récusé Roland, les 12 pairs, l'archevêque Turpin, le duc Nehm, tout le monde pour être ambassadeur parce que c'est trop dangereux, Roland propose Ganelon, Ganelon entre en fureur, et puis Charlemagne le désigne. Et que dans la version V4, Roland désigne Ganelon, Roland propose Ganelon, Charlemagne désigne Ganelon, et à ce moment-là, Ganelon se met en colère. Cet ordre-là, l'ordre de V4, est l'ordre le plus logique. Et j'essayais de montrer, mais je ne suis pas le seul de cet avis, et j'ai de grands maîtres qui m'ont précédé, que l'ordre de O est plus juste et plus profond, d'une certaine façon. Dans O, Ganelon est dans une situation apparemment flatteuse. Il est le seul à s'opposer à Roland alors que l'empereur hésite et que les Français se taisent, à s'opposer à Roland qui considère qu'il ne faut pas accepter les propositions de Marsil. Ganelon dit qu'il faut les accepter, l'empereur vient de se ranger à son avis. Il vient donc de gagner contre Roland. Il a de l'autorité et de la prestance quand Roland le propose, nous allons le voir dans un instant, le texte montre Ganelon vu par les Français, vu par les autres, et il est si beau que tous le regardent. C'est un beau chevalier. Donc, il est dans une situation en principe flatteuse, mais en fait humiliante. D'où cette colère qui donne l'impression d'être prématurée puisqu'elle anticipe sur la décision de Charlemagne, qui apparaît inexplicable parce qu'on vient de dire que tout va bien pour lui et que tout le monde l'admire et l'approuve, mais c'est que Ganelon a compris au refus précédent de Charlemagne qu'il est pour l'empereur le choix idéal, un grand baron prestigieux, mais qui vient après d'autres dans le cœur de l'empereur. Donc la situation la plus blessante qui soit, d'être presque le mieux, mais qu'on fasse sans cesse sentir que non, on n'est pas le mieux. Non. Et en faisant comme si la désignation était faite, il espère peut-être que Charlemagne le démentira, le récusera comme les autres.
Mais rien ne vient. Au contraire, l'empereur semble considérer que ce choix va de soi et il l'entérine sans avoir l'air de voir qu'il est désobligeant pour l'intéresser. D'où le regain de colère une fois qu'il est désigné, la colère étant 2 temps. Et la seconde fois, une irritation contenue parce que c'est Charlemagne, mais dirigée contre Charlemagne. Ganelon lui dit, voilà, vous m'envoyez à la mort, je vous confie ma femme, c'est votre sœur, et mon petit garçon, c'est votre neveu. Et Charlemagne répond seulement, vous avez le cœur trop tendre, puisque je le commande, il faut y aller. Donc, il ne fait que souligner davantage le peu de cas que Charles fait de lui, et il s'enferre à la fin en reconnaissant que la mission est dangereuse et en rappelant, comme Roland l'a fait, le sort de Bazan et Basile, ambassadeurs tués par Marsile, alors qu'il vient de soutenir que Marsile est de bonne foi. Et dans V4, les choses se passent pour lui en douceur et de façon favorable. La position qu'il soutient est dès le départ celle de l'empereur. Il ne paraît pas sentir sur le moment que sa proposition, que le fait de le proposer dans la bouche de Roland, c'est quelque chose de désobligeant pour lui. Et c'est seulement lorsque Charlemagne le confirme qu'il se met en colère. C'est logique, jusqu'ici il n'est pas désigné, mais le personnage n'a de sens que s'il s'insurge tout de suite contre la proposition de Roland, s'il la ressent d'emblée comme une insulte, si c'est avec Roland qu'il est en rivalité permanente et non avouée. Et une insulte qui est très fermement, très habilement soulignée dans haut par l'enchaînement des laisses 20-22 avec les provocations de Roland, provocations de plus en plus graves contre Ganelon, et à la fin, son rire insultant. Alors c'est long, nous n'avons pas le temps de le lire dans le détail. Vous l'avez sous les yeux. Donc, Franc Chevalier dit l'empereur Charles, choisissez-moi un baron de ma marche qui porte mon message à Marsile. Roland dit, ce sera Ganelon, mon parâtre. Les Français disent, il est bien capable de le faire. Si vous le laissez, si vous renoncez à l'envoyer, vous n'en enverrez pas de plus sage. Donc tout va bien. Et à ce moment-là, et le comte Ganelon en eut la gorge nouée et en fut moult anguissable, vous savez, angustia, angoisse, c'est le resserrement de la gorge. De son col, il jette les grandes peaux de martre, il est resté dans son bliot de soie, il avait les yeux brillants, le visage fier, un beau corps, les épaules larges, il est si beau que tous ses pairs le regardent. Et il est furieux. Il dit à Roland, toi, déloyal, ou, enfin, vous savez, fell, c'est à la fois très, très cruel, pourquoi cette rage? On sait bien que je suis ton parâtre, pourtant tu m'as désigné pour aller voir Marsile. Donc, vous voyez, Roland le propose, à la fois, ça veut dire que bon, si lui, Roland et les autres sont trop précieux au cœur de l'empereur, bah, il n'y a qu'à envoyer Ganelon. Mais en même temps, il le propose en disant, ce sera Ganelon, mon parâtre. C'est-à-dire, parâtre n'a pas de valeur désobligeante, naturellement. Ganelon, mon beau-père, et Ganelon a épousé la sœur de Charlemagne, mais il n'est pas le père de Roland. Bien sûr, puisque selon la tradition, le père de Roland, c'est Charlemagne. C'est le péché de Charlemagne. Et donc, alors que Roland devrait être soumis à l'autorité de Ganelon, il profite de sa place particulière auprès de l'empereur pour, en somme, faire la loi à Ganelon et l'envoyer ici ou là. Et si Dieu permet que je revienne de là-bas, je te ferai un tel dommage qui durera autant que tu vivras. Roland répond, orgueil et folie. On le sait bien, on sait bien que c'est ton parâtre, on le sait bien, je ne me soucie pas des menaces, mais il faut un homme sensé pour faire le message. Si le roi le veut, je suis prêt à y aller. Donc, il ajoute à l'insulte, Ganelon s'échauffe, Ganelon n'est pas capable, Ganelon n'est pas ça. Ganelon répond, tu n'iras pas pour moi, tu n'es pas mon vassal, et je ne suis pas ton suzerain. Et vous voyez, dans la colère, il
retourne ses arguments. Au début, on sait bien que je suis ton parâtre, et donc tu devrais me traiter avec plus de respect. Mais en même temps, non, tu ne me désigneras pas, tu n'as aucune autorité, je n'ai pas d'autorité sur toi, je ne suis pas ton seigneur. Charles commande que je fasse son service, j'irai trouver Marsile à Saragosse, mais j'y jouerai un tour de ma façon, je jouerai un petit tour avant que ne s'apaise ma grande colère, cette grande colère qui est la mienne. Quand l'autre Roland s'y commença à rire. Quand Roland l'entendit, il se mit à rire. Non. Quand Ganelon voit que Roland s'en rit, il en a une telle douleur qu'il s'en faut de peu qu'il n'éclate de colère, mais l'expression n'était pas encore usée. On dit peu qu'il se fonde de colère, physiquement il se déchire, il est bien prêt d'en perdre la raison, il dit au comte « Je ne vous aime pas, vous avez tourné sur moi un choix injuste, empereur juste », enfin la répétition dans ma traduction est mauvaise, « voyez, me voici devant vous, je veux faire ce que vous commanderez ». Et c'est précisément le fait que toute cette colère, on le voit dans sa montée, dans la façon dont elle éclate, dans le fait de la façon dont elle est suscitée et entretenue par Roland, où elle atteint son comble avec le rire insultant de Roland, c'est précisément cela qui fait que Ganelon peut ensuite soutenir qu'il n'a pas trahi, qu'il a proféré des menaces publiques contre Roland, que tout le monde savait qu'il se vengerait de Roland, que ce n'est pas à l'empereur qu'il s'en prenait. Mais dans V4, où sa colère éclate après sa désignation par l'empereur, il ne peut plus tenir ce raisonnement. Et de fait, à la fin, le jugement de Ganelon sera compliqué, mais relativement bref, mais Charlemagne n'arrivera pas à le faire condamner, il faudra un duel judiciaire, alors que dans V4, ça durera des milliers de vers, et puis c'est cruel, puis quel est le châtiment le plus terrible, est-ce qu'on l'enferme dans un tonneau avec des clous qu'on le fait tomber une montagne, est-ce qu'on fait ceci et cela, et chacun propose sa solution, et on masque sous cette abjection de Ganelon et ce renchérissement sur la souffrance, le fait que, à la fois, c'est moins bien construit, et en même temps, le jeu autour de l'humiliation fait que Ganelon est effectivement humilié d'un bout à l'autre. Il n'arrive pas à se défendre alors qu'il le pourrait, et il est constamment accablé. Et surtout, l'enchaînement de ces trois lettres... Ah oui, excusez-moi, parce que je m'en montrais une, il n'y en avait qu'une. Je les avais mises sur deux tableaux parce que je n'arrivais pas à les faire tenir sur une seule image. Et là, vous avez les deux laisses courtes, 21-22, qui suivent la laisse 20, et le fameux rire de Roland. Donc, cet enchaînement accentue l'humiliation de Ganelon en le montrant non pas dévalorisé et méprisé, mais encore une fois, dans sa noblesse et sa beauté et sa valeur, qui rendent l'insulte de Roland d'autant plus insupportable. Les chansons de geste, alors on me dira, et mes collègues ne manqueront pas de me dire, que je traite la chanson de Roland en la psychologisant trop, en cherchant la psychologie des personnages, et que ce ne sont pas des œuvres psychologiques, les chansons de geste. C'est vrai, les chansons de geste, ce ne sont pas des romans psychologiques. Mais on ne peut pas dire qu'elles ne s'intéressent pas à la psychologie, au contraire, elles s'y intéressent énormément. Cependant, ce qu'elles recherchent, ce n'est pas, comme le ferait un roman ou un roman moderne, la cohérence psychologique ou la construction psychologique ou le dévoilement psychologique du personnage au fil des épisodes et dans sa cohérence, mais elles recherchent la force et la vérité dans un tableau et dans une succession de tableaux. Et quelquefois, ces tableaux ne collent pas très bien entre eux. Mais dans chaque tableau, il y a une force et une vérité qui sont une force et une vérité psychologique, et c'est le cas ici. Il y a une vérité forte, celle du notable respecté, qui se trouve déstabilisé et humilié
par une insolence contre laquelle il ne peut rien, contre laquelle il n'a pas de défense, justement parce qu'il est un notable entouré de la considération générale. Alors, que peut-il faire si il se départit de cette dignité qui est la sienne, il se met en situation d'infériorité. S'il ne répond pas à l'offense, il se laisse humilier, il est coincé. C'était la méthode d'intimidation qui se pratiquait en 68 de façon courante. Enfin, de manière, si le président de la République répond par une vulgarité à un contradicteur insolent, à ce moment-là, on le lui reproche jusqu'à la fin de son mandat. Donc, on est effectivement coincé dans des situations de ce genre. Alors, bon. Et donc tout ça, Joseph Bédier avait tort dans sa théorie sur les chansons de geste, très certainement, mais c'est pas parce qu'il y a eu une tradition orale, parce que V4 est un témoignage aussi important que O n'a pas des qualités littéraires supérieures à V4. Ça, c'est indéniable. La précédence de O, comme disait Bédier, éclate. Elle ne doit pas faire sous-estimer ailleurs les qualités de V4. Par exemple, immédiatement après, on ne va pas tout lire, il y a une laisse dans V4 qui est absente de O, où on voit Ganelon qui chevauche, qui s'en va pour aller trouver Marcille, et il y a une sorte de plainte de Ganelon, la façon dont il est traité et le danger dans lequel on l'envoie, et une plainte qui s'adresse à son cheval, et dans laquelle il plaint son cheval en même temps que lui, et c'est une laisse magnifique, et qui est propre à V4. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et alors, dans la suite de la chanson, la désignation de Roland comme chef de l'arrière-garde, comme commandant de l'arrière-garde, sont les laisses 58-62 dans O, est exactement symétrique et opposée à celle de l'ambassadeur. Seigneur baron, dit l'empereur Charles, voyez les ports, les cols, et les cols dans les Pyrénées s'appellent des ports, comme chacun sait, et les défilés. Désignez-moi quelqu'un pour être à l'arrière-garde, car me jugez qui est en l'arrière-garde. Ganelon répond, Roland, mon fiâtre, vous n'avez pas de baron d'une telle vaillance. Et alors, je vous ai mis en face le texte de V4, là, qui est dans ce franco-italien très, très particulier. Son Francisci baron est appelé Charles a appelé ses barons français, veillez Seigneur les ports et les passages, qui sucé or que laisse il la regarde. Quand on a le texte français en face, on comprend. Gaine répond, Roland mon fiâtre, et je l'ai mis pour cela, Roland mon fiâtre, qui pour mourir m'envoya en Espagne. Vous n'avez pas d'homme de si grand vasselage, et encore un vers ajouté, et là, nos gens, notre armée, en sera plus en sécurité derrière. L'arrière-garde en sera plus en sécurité. Donc il y a cette perfidie à la fin et en même temps cette naïveté. Vous voyez, là il y a une inconsistance parce que s'il dit, d'ailleurs il y en a une de toute façon, il désigne Roland, personne n'a oublié qu'ils se sont disputés. Donc c'est une perfidie de Ganelon, ou en tout cas c'est pas pour faire plaisir à Roland qu'il l'envoie à l'arrière-garde. Et d'ailleurs même dans O, Charlemagne est furieux et dit mais vous êtes un diable vivant, dans le cœur vous êtes entré mortelle rage. Mais il désigne quand même Roland.
comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Et le duc Nem aussi est désolé, mais on ne peut pas faire autrement. Et alors cette sorte d'inconsistance où c'est là, parce qu'on passe de l'un à l'autre, c'est la voie du destin et non plus la voie de déroulement psychologique, si je puis dire, est accentuée, alors là un peu maladroitement, dans V4, en rappelant que la rancune, où Ganelon rappelle lui-même sa rancune contre Roland. En revanche, la Nostre Jean en Erderer plus salve est une ironie terrible, puisque lui sait que Marsil va attaquer avec une armée, etc., et qu'il les envoie tous à la mort. Et Roland avec, et ça c'est très bien dans V4. Mais O fait encore mieux à la laisse suivante. Et O n'a pas mis cela, la Nostre Jean en Erderer plus salve, parce qu'il fait mieux. Le comte Roland, quand il s'est entendu désigner, donc a parlé à Leyde, il a parlé en chevalier. Sire Parâtre, je dois vous aimer beaucoup, je dois vous être très reconnaissant. Vous m'avez désigné pour commander l'arrière-garde. Charles, qui possède la France, ni perdra de mon fait, ni palefroid, ni destrier, ni mule, ni mulet, ni mule qu'on chevauche. Il n'y perdra ni roncin, ni cheval de charge, qui ne soit d'abord défendu à l'épée. Ganelon répond, vous dites vrai, je le sais bien. Mais enfin bon, là, on s'éloigne de l'humiliation, mais ce qui est magnifique là, c'est d'en haut, c'est que Charles n'y perdra rien. Et là, il s'engage sur ce qu'il ne pourra pas tenir, puisque Charles perdra toute l'arrière-garde. Mais la fin de la phrase est « Il ne perdra ni cheval, ni ceci, ni cela, qui n'ait été d'abord défendu à l'épée. » Et tout repose là-dessus, c'est que Roland se défendra jusqu'au bout. Il mettra son honneur à se défendre jusqu'au bout et ne pas appeler Charlemagne à temps. Il commettra cette erreur, en somme. Et Ganelon répond, vous dites vrai, je le sais bien, qui est à la fois un hommage rendu au courage fou de Roland, et en même temps une sorte de private joke, mais vraiment pour lui seul, puisque sa trahison repose là-dessus, que Roland se fera tuer sur place plutôt que d'appeler au secours. Et donc, dans la réflexion des différentes versions, et en particulier de O, sur la façon de traiter ces deux scènes parallèles, montre bien que les auteurs sentaient vraiment, ont voulu vraiment que là soit le nœud de l'histoire. Non pas dans la bataille, c'est une autre question qui se pose dans la bataille. Fallait-il sonner ou non les relations de Roland et d'Olivier? Mais pour ce qui est de la trahison de Ganelon, du sujet même de la chanson de Roland, ce qui fera que dans toutes les chansons pendant 3 siècles à la suite, il ne pourra pas y avoir un traître ou un méchant sans qu'il soit du lignage Ganelon. Eh bien, cela repose là-dessus sur cette humiliation initiale et sur cette réponse du berger à la bergère au moment de la désignation de l'ambassadeur. Alors, l'ultime humiliation de Ganelon, c'est naturellement lorsqu'il est arrêté. Donc, l'affrontement des égaux, si je puis dire, a conduit à la mort de Roland. Ganelon doit être puni, mais d'abord humilié et dégradé. Et là encore, il y a dans O une sorte d'anticipation. C'est que, avant même que Charlemagne soit parvenu au port de Cise, à Roncevaux, et ait constaté la mort de Roland, il livre Ganelon pour être gardé, non pas par des soldats, mais par ses cuisiniers, ses marmitons. Donc il le dégrade, en quelque sorte. Et là encore,
il y a une raison, enfin, bon, je l'ai dit 10 fois, si regardez dans le détail, nous ne le pouvons pas, c'est que ensuite, il n'arrive pas à faire condamner Ganelon. Et donc, Ganelon ne sera pas vraiment humilié. Au moment de son châtiment, il sera écartelé, mais enfin, pendant le procès, il résistera. Et il faut donc que l'humiliation soit antérieure au procès. Le procès peut se terminer par un acquittement, mais qu'au moins, il y a la garde à vue. Ça attendrit la viande, comme dit Madame Eva Joly, enfin pour citer les... Eh bien, enfin, comme elle le disait quand elle était juge d'instruction, eh bien, c'est ce que fait Charlemagne. Et vous voyez, le roi fait prendre la laisse 137, enfin c'est un bout de la laisse 137, et vous voyez, c'est une partie de la laisse. Il s'occupe de tout, on fait demi-tour, on se dépêche de remonter vers le col de Cise, vers le port de Cise, etc. Mais il n'oublie pas de faire cela. Le roi fait prendre le comte Ganelon, il l'a livré au cuisinier de sa maison. Il appelle leur chef, le maître des cuisiniers, Bégon, garde-le moi bien, comme il convient à un tel traître. Là encore, l'ordinateur a eu un accent qu'il n'aurait pas dû. L'ordinateur corrige les fautes d'orthographe, comme vous savez. Alors, avec l'ancien français, quand c'est une forme trop différente du français moderne, il se contente de souligner en rouge et il est désespéré. Il vous trouve nul, mais il ne fait rien de plus. Mais quand il trouve qu'il peut corriger, il le fait. Alors, si on ne fait pas attention, la correction reste. Bon. Et donc, gardez-le comme ce traître. Il a trahi ma Mesnie, donc mon entourage propre, la maison du roi. Bégon le prend, il y met 100 compagnons de la cuisine, des meilleurs et des pires, il lui arrache la barbe et les grenons, la moustache, chacun lui donne 4 coups de son poing, ils l'ont bien bâti, doit aussi bâtir. L'ordinateur a mis un accent circonflexe, il l'a rapproché du verbe bâtir. D'ailleurs, les corrections de l'ordinateur montrent quelquefois des homophonies auxquelles on ne penserait pas entre le français. Et avec des triques et des bâtons, que c'est de ma faute si j'avais relu plus soigneusement. Et il lui passe une chaîne au cou. Ils l'enchaînent tout comme un ours, ils l'ont monté de façon déshonorante sur un sommier, c'est-à-dire sur un cheval de charge, un cheval qui ne porte que des paquets. Vous savez, c'est l'inverse de la hamiskara. La hamiskara, on porte une selle comme si on était un animal, et là on vous met sur une bête de somme comme si on était un paquet. Et ils le gardèrent jusqu'au moment de le rendre à Charlemagne. Bon. Non, là, et alors, dans V4, à partir de Roncevaux, est beaucoup, beaucoup plus long que Haut. C'est là, l'épisode de la Belle Aude, c'est divers admirables, à tirer les larmes dans Haut, et c'est 300 vers dans V4. Nous avons expliqué une fois à un séminaire. Et pour Ganelon, de la même façon, on le garde, il avoue sa faute, il dit qu'il mérite le châtiment, puis ensuite il s'évade, il se sauve, on lui court après, on le rattrape, puis après le châtiment, etc. Mais la force de Haut, c'est là encore d'avoir compris que l'humiliation du prisonnier ne pouvait avoir lieu qu'avant le procès, puisque dans cette œuvre du droit féodal, en somme, eh bien, la condamnation de Ganelon, selon le droit, est impossible et qu'il faut recourir au jugement de Dieu. L'autre, je galope pour finir, c'est là encore, c'est mon humiliation finale. L'autre grand texte chevaleresque de l'humiliation, le principal, celui qui à lui seul aurait justifié ce cours, c'est évidemment l'épisode de la charrette dans le Chevalier de la Charrette de Chrétien III, les vers 268-595. Mais il est si connu
qu'il serait presque inutile de s'y attarder. Vous savez, donc, le géant Méléagant, le fils du roi Baudémagus de Gore, a enlevé la reine Guenièvre. Gauvin, qui n'était pas là, enfin, c'est pas bon, qu'une fois de plus, ça fait une bêtise, enfin bref, Gauvin arrive trop tard, se lance à la poursuite de la reine. Il rencontre un chevalier qui s'était battu, qui est à pied, dont on apprendra beaucoup plus tard que c'est Lancelot du Lac, qui sera nommé au milieu du roman, vers 3500, un truc comme ça. Et donc, ils partent tous les deux pour retrouver la reine, mais Méléagant s'en va à cheval. Lancelot, appelons-le Lancelot pour simplifier, est à pied. Il rencontre une charrette et les deux chevaliers, Gauvin et Lancelot, demandent au nain qui la conduit par où est passée la reine et ceux qui l'emmènent, et le nain leur dit, si vous montez dans la charrette, je vous y conduirai. Et donc on comprend que si on chevauche à côté de la charrette, comme le fait Gauvin, on n'y arrivera pas. Enfin, il faut monter dans la charrette. Donc, or, monter dans la charrette est un déshonneur. Donc il faut accepter le déshonneur et pour retrouver la reine. Gauvin met son honneur de chevalier au-dessus de tout, ne monte pas dans la charrette, et Lancelot, qui aime la reine, après avoir hésité le temps de faire 2 pas à côté de la charrette, monte dans la charrette. Vous savez que quand il retrouvera la reine, elle lui tourne le dos, alors on ne sait pas pourquoi, il a franchi le pont de l'épée, il s'est battu contre eux, enfin il a fait accompli les exploits les plus invraisemblables, elle lui tourne le dos, et on se demande si c'est parce qu'il s'est déshonoré en montant dans la charrette. Et en fait, elle lui tourne le dos parce qu'il a hésité le temps de faire 2 pas avant de se déshonorer pour elle en montant dans la charrette, pour dire c'est un déshonneur. Et alors, il y a un détail. Bon, une fois qu'on a dit cela, donc on peut gloser ça, mais tout est dit une fois qu'on a rentré. Mais un détail retient l'attention, c'est le développement assez long, les vers 321-344, dans lequel Chrétien explique qu'au temps où il place son histoire, les charrettes servaient au même usage que les piloris de nos jours, et, dit-il, qu'on y exposait, en les y transportant, les traîtres, les assassins, les voleurs et les vaincus en champs clos. Là, vous voyez, de se servait charrette l'or, dont les piloris servent or, et en chacune bonne ville où aujourd'hui il y en a plus de 3000, à l'époque il n'y en avait qu'une, et elle était commune, comme le sont les piloris maintenant, elle était commune à ceux qui commettent des trahisons, des meurtres, à ceux qui sont vaincus en champ clos, aux voleurs qui ont pris le bien d'autrui furtivement ou qui l'ont pris de force sur les grands chemins. Tout criminel pris sur le fait était placé sur la charrette et mené par toutes les rues, et il avait toutes honneurs. Alors, là, en face, vous avez la traduction de Charles Mélat dans Lettres gothiques à Pochotek, édition de 92. Il dit « Il s'était mis tout entier hors la loi ». Et il a raison, et à demi raison. C'est que honneur, en ancien français, désigne d'abord les fiefs. Ce n'est pas l'honneur, c'est le fief. Et justement, dans la chanson de Roland, lorsque les Francs se mettent en route pour rentrer chez eux, enfin avant le désastre de Roncevaux, ils sont heureux parce qu'ils vont retrouver leurs honneurs et leurs gentils Ouessours. C'est à la fin, leurs fiefs et leurs nobles épouses, Ouessours ou Xorès. Et il y a eu un article pour soutenir que honneur en ancien français veut toujours dire fief. Bon, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, ça ne peut pas être vraiment le fief, mais en traduisant il s'était mis tout entier hors la loi, il rapporte le mot honneur à quelque chose d'objectif et à une construction juridique, en quelque sorte. Et c'est un point, il est difficile de trancher si on pourrait traduire « ils sont déshonorés » ou si il faut traduire en gardant
une valeur objective à honneur. Bon. Et de même au vers suivant, ne puisse nestue accor oitz, il n'était plus écouté à la cour ni accueilli avec honneur, là ça ne fait pas de doute, ce qui laisse quand même penser qu'il y a un sens intériorisé de vers plus haut, ni accueilli dans la joie. Et alors, est-ce accueilli à la cour? Ça vaut pour Lancelot. Est-ce que c'est, si on traduit mis hors la loi, il faudrait peut-être traduire d'être accord oi, écoutez, en cour de justice. Il ne pouvait plus servir de témoin, il ne pouvait plus plaider sa cause, etc., dans une cour de justice. Vous voyez là, c'est Chrétien qui écrit de façon si limpide est en même temps un auteur extrêmement subtil et de temps en temps il y a des difficultés comme ça. Et parce que telles étaient à l'époque les charrettes et si cruelles, c'est pour cela qu'on disait autrefois, qu'on a entendu dire pour la première fois, quand tu verras, tu rencontreras une charrette, fais sur toi le signe de croix et pense à Dieu qu'il ne t'arrive malheur. Donc, alors, pourquoi ce passage est étrange? C'est que cet usage des charrettes pour transporter les condamnés de façon infamante existait encore du temps de Chrétien de Troyes. Il a existé jusqu'à la Révolution française. Et longtemps encore, être exhibé sur une charrette est resté une marque d'infamie. Alors pourquoi présente-t-il cet usage comme révolu et pourquoi en accompagner la mention d'explications si longues? Eh bien, probablement qu'il y a une malice et que c'est une fausse explication. C'est-à-dire que du temps de Chrétien de Troyes, la roue avait été inventée depuis assez longtemps. Donc, il y a longtemps qu'il y avait des charrettes. Quand il dit « autrefois, c'était très très rare, il n'y avait qu'une charrette par ville et elle ne servait qu'à transporter les prisonniers, les criminels, ce n'est pas vrai, naturellement. » Et donc, il le dit uniquement pour l'effet littéraire et pour que l'humiliation de Lancelot soit complète. Si les charrettes au temps de Lancelot se rencontraient partout, comme c'était le cas dès l'époque du vrai roi Arthur, enfin bon, voilà. Et s'il y avait des charrettes partout, certes, monter sur une charrette pouvait être infamant, mais il y avait des circonstances où ce n'était pas infamant. Quand on transportait les blessés, on pouvait les mettre sur des charrettes. Enfin, il pouvait y avoir d'autres raisons pour lesquelles le chevalier se retrouverait dans la charrette, ne serait-ce que le fait qu'il avait perdu son cheval, plutôt que celle-là. Pour que l'épisode prenne tout son sens, il est nécessaire que les charrettes n'aient servi qu'à déshonorer ceux qui se trouvaient dedans. Et c'est pour cela qu'il se livre à... Il y a ce leurre, n'est-ce pas, cette grave explication, cette longue explication qui est totalement fausse et qui permet en même temps qu'il justifie à la fin par une sorte, ou qu'il appuie à la fin par un récit étiologique. De dire, mais c'est pour ça que quand on voit une charrette, on dit attention, signe-toi. Bon. Alors, sur quoi cela repose, ça? Ce n'est peut-être pas, enfin, je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais vous savez qu'en Bretagne, la mort a une charrette, la charrette de l'Ankou. Et donc, quand on entend un grincement dans la nuit, qui peut être un grincement de charrette, on a peur et on se signe parce qu'on a peur que l'Ankou arrive et vous mette sur la charrette. Donc, je suppose que c'est à quelque chose de ce genre qu'il fait allusion. Et du coup, bon, tout le monde sait, hein, quand on voit une charrette, on se signe. Bon.
Ben, c'est bien la preuve de ce que je dis. Autrefois, les charrettes ne servaient qu'à transporter, etc. C'est une fausse preuve, naturellement. Mais ça, c'est la malice de Chrétien. Mais plus que dans cet épisode si célèbre, mais où la honte de Lancelot est bien vite effacée, n'est-ce pas ? Déjà, il est accueilli par des railleries et des colibets au château où il arrive. Les demoiselles du château tordent le nez, ne veulent pas l'héberger. Mais comme justement à cause de ça, on le fait loger dans la pièce où se produit une aventure dangereuse et terrible toutes les nuits, il s'en tire à sa gloire et le lendemain, tout est oublié, tout va bien. Donc, c'est ça. Mais plus que dans cet épisode si célèbre, il faudrait chercher des récits d'humiliation chez les chroniqueurs. Les chroniqueurs qui racontent avec tant de délectation les exécutions capitales, les châtiments de toutes sortes, etc. On en trouverait autant qu'on voudrait. Et j'aurais pu faire le cours entier, ça aurait été ennuyeux, ou encore plus ennuyeux, parce que ça aurait été un peu répétitif, mais avec des scènes de châtiment dans les chroniques. Et je ne prends qu'un exemple, un exemple en plusieurs parties, chez mon cher Froissart, notamment. Il y a quelques années, un livre admirable, d'ailleurs tout ce qu'il fait est admirable, de Jean-Marie Meuglin sur les bourgeois de Calais. C'est le fameux épisode des bourgeois de Calais qui apporte à Édouard III. Édouard III veut tuer tout le monde, puis finalement, il ne tuera que 6 bourgeois qui sortent en chemise, la corde au cou, et qui lui remettent les clés de Calais. Et alors la reine Philippa de Hainaut, la compatriote de Froissart, se jette aux pieds du roi, le supplie, et finalement, le roi pardonne aux bourgeois de Calais. Donc, c'est une scène dans Froissart, que Froissart raconte si bien que c'est un fondement de l'histoire de France. Il y a la statue de Rodin, c'était dans tous les manuels d'histoire, dans les manuels d'histoire primaire, de l'école primaire, on apprenait l'épisode des bourgeois de Calais. Or, Jean-Marie Meuglin a montré que, en fait, ils n'ont jamais été menacés de mort, que le cérémonial de la reddition de Calais, effectivement, en chemise, etc., était quelque chose de parfaitement codifié, n'est-ce pas ? C'était comme une prise d'armes aux invalides, il n'y avait pas plus de risques. Et que la preuve, c'est que ensuite, ces bourgeois de Calais, et en particulier le principal, le fameux Eustache de Saint-Pierre, qui a entraîné les autres, on les a décidés, a dit « sacrifions-nous pour la vie », etc. Eustache de Saint-Pierre a fait une très belle carrière ensuite à la cour d'Angleterre, a été comblé de bienfaits par Édouard III. Je résume très bien. Alors, il montre aussi, l'historiographie, le sort des bourgeois de Calais à travers la façon dont on a raconté l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui. Je résume très vite et très mal un livre admirable. Mais alors, pourquoi Froissart, qui sait ce que c'est que la ce rituel relève de la Hamiskara, de porter quelque chose d'humiliant, etc., mais de façon ritualisée. Pourquoi Froissart, qui sait très bien tout cela, feint-il d'être dupe ? Alors, peut-être pour mettre en valeur sa protectrice et sa compatriote, la reine Philippa, la femme d'Édouard III, Philippa de Hainaut, qui a fait sa carrière, en somme, à lui, qui l'a accueilli à la cour d'Angleterre et qui l'a lancé, qui lui a permis de commencer ses chroniques en lui faisant rencontrer les anciens combattants, si je puis dire, qui lui racontaient leurs souvenirs. Mais aussi, c'est probablement une des raisons, mais aussi parce que, comme l'humiliation est un signe, le signe du signe se réduit au signe, et la valeur du signe. Le danger de mise à mort peut être fictif, mais le rituel de l'humiliation est humiliant, même si c'est un rituel, puisque le signe
est sa propre réalité dans l'humiliation. Et l'épisode des bourgeois de Calais montre combien Froissart est sensible à ces signes. Et il faut s'en souvenir. L'épisode des bourgeois de Calais, il est difficile de trouver une édition complète de Froissart facilement en bibliothèque. La vieille édition Buchon en 3 volumes des années 1830, sans cesse rééditée, on peut tordre le nez, mais elle est bien commode. Et puis, il y a l'édition du baron Kervin de Lettenhove, en 20-30 volumes, tu vois. Mais le texte est présenté de façon pas très agréable, et l'édition de la Société de l'Histoire de France, qui a été mise en route en même temps que celle de Kervin vers 1880, mais qui n'est toujours pas terminée. Donc, il en manque. Alors, dans l'excellente collection Lettres gothiques, il existe non pas la totalité de Froissart, mais de très larges extraits en 2 volumes, les livres 1 et 2 dans un volume, les livres 3 et 4 dans l'autre, avec ça que pour en mettre le plus possible, mais pour les 3 et 4, il n'y a pas tout, mais pas mal. Dans le livre 1, qui est énorme, il y a des coupures énormes, mais pour pouvoir quand même le faire, il n'y a pas de traduction. Donc, il y a des explications aussi nombreuses que possible. Enfin, on prend le lecteur par la main, il y a un truc sur la langue de... un développement sur la langue de Froissart dans l'introduction, mais il faut faire l'effort de lire. Mais enfin, tout de même, on peut lire. Donc, les bourgeois de Calais... les bourgeois de Calais sont au livre 1, paragraphe 311, 312, et page 641, 646, là. Et donc, mais il faut se souvenir de ça en lisant chez Froissart d'autres pages d'humiliation bien réelles et mortelles. Et en particulier, les récits qui sont hallucinants, on peut dire, si on les met en parallèle, de la déposition d'Édouard II, au livre 1, paragraphe 13-18, page 97-102, là, et la déposition de Richard II au livre 4, page 855-856 du tome 2, paragraphe 82 du livre 4. Voilà. Dans les 2 cas, je dis tout de suite, il y a une sorte d'ellipse sur leur mort. Là, l'ellipse est complète dans le cas d'Édouard II. D'ailleurs, Froissart se trompe sur les circonstances de sa captivité, sur le moment de son arrestation, sur le fait qu'il a été détenu d'abord au château de Kenilworth, puis à Berkeley. Il ne mentionne ni les conditions terribles et, pour le coup, humiliantes. Il pleurait pendant tout le temps, pendant qu'on lui lisait ses forfaits, de son abdication imposée, ni le message ambigu, qui est pourtant bien dans le genre de choses qu'il aime, de l'évêque de Herford, qui a envoyé au geôlier d'Édouard II, il n'y avait pas de ponctuation, naturellement, Eduardum occidere nolite timere bonum est, ce qu'on pouvait comprendre comme il est bon de craindre de tuer Édouard, donc ne le tuez pas, ou bien n'ayez pas peur de tuer Édouard, c'est bien, selon la façon dont on coupait. Et il ne mentionne pas non plus la tradition sur la façon dont il a été tué. Il a sans doute été étouffé, mais selon une tradition, il aurait été puni par là où il avait péché, on lui aurait enfoncé un fer rouge dans le derrière. Et pour Richard II, alors là, il ne le dit pas probablement parce que cela jetterait une ombre sur le jeune roi Édouard III. En fait, c'est sa mère, Isabelle de France, la louve de France, qui a fait arrêter, tuer son mari, etc. Mais Édouard III était quand même déjà un grand garçon, un jeune homme, et il veut l'épargner. Édouard III, d'ailleurs, a fait ensuite enterrer somptueusement son père. Et quant à Richard II, il mentionne son arrestation, et puis plusieurs chapitres plus loin, il dit « après la mort de Richard de Bordeaux », et puis ça continue, et puis il y a quelques paroles assez allusives sur les bruits qui ont couru sur sa mort, puis c'est tout. Bon. Et alors, je n'ai pas le temps même de lire
c'est pas ça. Mais ils sont vraiment saisissants. Et dans le cas dans les deux cas, dans le cas d'Édouard II, parce que Froissart se trompe, on ne peut pas savoir s'il se trompe volontairement ou non. Donc vous savez, Édouard II avait un favori, un mignon, qui s'appelait Hugues des Spencer, Hugues Dépensier, dit, mais c'est la famille des Spencer de la regrettée princesse de Galles. Donc il comblait de biens, il délaissait sa femme et il ne s'occupait que de son mignon. Et il avait fait la fortune colossale de ce Hugues Spencer et de son père qui s'appelait aussi Hugues, le vieux Spencer. Bon. Ou des Spencer, disait-on à l'époque. Et à un moment, donc, Isabelle s'est enfuie, est allée en France, demandait de l'aide, est revenue en Angleterre avec son fils, Édouard, le futur Édouard III, et a rassemblé une armée. Tout le monde a lâché Édouard II. Et Édouard II s'est retrouvé prisonnier à Bristol, au château de Bristol, avec une armée autour de lui. Et Froissart, ils ont commencé par arrêter Hugues le Vieux et le père et le tuer, etc. Mais Froissart concentre tout ça. Il dit que le roi et Hugues des Spencer étaient dans le château de Bristol et que du château, ils ont vu l'exécution infamante du père de jeune Hugues des Spencer. Et qu'ensuite, ils ont voulu s'enfuir par mer, et ils sont montés sur un bateau, mais le vent était contraire. Et alors ils essayaient de partir, et toutes les nuits, hop, le vent les ramenait, au matin ils se retrouvaient en Bristol, et tout le monde était là à les attendre, etc. Et ça a duré 11 jours, dit Froissart. Et à la fin du rivage, parce que la Rève n'avait aussi un favori, Mortimer, enfin, mais elle, c'était straight, mais c'était bon. Qui a armé un bateau à rame, et ils sont allés les chercher, ils les ont cueillis, ils les ont arrêtés, et ils les ont ramenés sur le rivage. Et là, il raconte le châtiment de Hugues des Spencer, mais sans dire ce qu'advient du roi, comme si ça se passait sous les yeux du roi, alors que ça n'a pas été le cas. Et alors ce Hugues des Spencer, on a commencé par le châtrer, et puis... d'abord, on l'a revêtu, mais d'une cotte de héros d'armes, et à ses armes, mais une cotte de valet, en somme. On l'a mis aussi sur un cheval, sur une monture déshonorante. On l'a promené partout, en fait, dans Toulon. Ils étaient revenus, je crois. Et puis, bon, on l'a déshabillé, on l'a exhibé nu, on l'a châtré, on lui a coupé un poignet, et puis on l'a éventré, et puis on l'a pendu, puis on l'a écarté. Enfin bon, je ne sais plus en quel ordre. Enfin bon, ça, bon. On lui a fait tout ça. Et puis bon. Mais Froissart raconte, comme il laisse un blanc sur le sort du roi, il s'arrange pour que tout cela soit raconté comme si ça s'était passé sous les yeux du roi. De même qu'il a raconté l'exécution du vieux Hugues des Spencer comme si ça avait été sous les yeux de son fils et du roi. Et à l'autre bout de l'œuvre, ça c'est tout au début des chroniques de Froissart, et à l'autre bout de cette œuvre immense, le vieux Froissart raconte la déposition de Richard II, qu'il avait reçu, à qui il avait remis un livre de ses poèmes. Il dit « J'étais très ami de votre grand-père. » Et Richard II, mais bon, était en conflit avec son cousin, le comte de Derby, Henri de Lancastre, le futur Henri IV, celui que Shakespeare, dans Richard II, appelle Bolingbroke. Et Shakespeare donne une vision très noire de Richard II, qui était un homme probablement déséquilibré,
mais intelligent, et qui, au moment de la révolte des paysans, avait très bien, tout jeune, su mener son affaire. Bon. Et donc Richard II est lui aussi enfermé dans un château. Le comte de Derby arrive, tout le monde se rallie au comte de Derby, et le comte de Derby prend la décision d'aller seul avec quelques hommes trouver le roi. Donc lui met sa vie en danger. Le roi pourrait l'arrêter, le faire tuer. Et il arrive et il dit au roi, voilà, vous n'êtes plus roi, je vous emmène à Londres. Et le roi dit, je peux prendre mon petit déjeuner? Ou il lui dit, non, est-ce que vous avez déjeuné? Non, pas encore. Mais déjeuner, on part après. Ben, j'ai pas très faim, dit le roi. Et alors, il y a une scène donc, qui se passe avec une sorte une scène glaciale et d'autant plus humiliante pour le roi que, contrairement à la scène l'extrême violence de la déposition d'Édouard II, c'est une scène courtoise, en somme. Ils se parlent avec l'autre, mais je vous en prie, déjeuner. Et alors ensuite, ils sortent dans la cour et les gens sont là. Ils sont bien plus nombreux que la suite du comte de Derby, mais non pas. Et ils voient ce roi qui a renoncé, qui suit son cousin et ennemi. Ce cousin qu'il avait exilé, Richard II avait fait assassiner son... Enfin, François dit qu'il avait fait assassiner son oncle, le duc de Gloucester. En tout cas, le duc de Gloucester avait été tué. Peut-être qu'on avait outrepassé les endurants. Enfin bref. Et... ils sortent comme ça, et François dit que le roi Richard II avait un très beau lévrier qu'il aimait beaucoup et qui lui faisait toujours fête. Et là, le lévrier est arrivé, n'a pas regardé son maître et est allé se frotter contre le comte de Derby, contre le nouveau maître. Et Richard II a dit, voyez, c'est vous le roi. Et non, mais la scène est... enfin, cette vision de dire ça, est insupportable d'humiliation pour Richard II. Et en même temps, la coloration sexuelle, si l'on peut dire, de ces deux tragédies de l'humiliation et de la violence qui ont marqué la cour d'Angleterre ne fait pas de doute. C'était explicite dans le cas de la première, les accusations de sodomie portées contre Édouard II, l'horrible exécution de Hugh Despenser. D'ailleurs, en parallèle, il y aura plus tard l'exécution dans les mêmes conditions à peu près de son ennemi Roger Mortimer, le favori, parce que Roger Mortimer remplace Hugh Despenser, mais ça fait un favori chasse l'autre, ça ne remplace pas. C'est une succession sans changement. C'est du style Alcazar Tapioca. Et puis la rumeur qui a circulé plus tard sur la manière dont le roi lui-même avait été mis à mort. Mais dans le cas de la seconde, cette scène où Richard II accepte son humiliation, se place dans une situation où il s'offre à son vainqueur avec une déférence et une résignation abjecte, en disant lui-même, observez que ce lévrier, après tout, Derby ne connaissait pas le lévrier, c'est Richard II qu'il faut observer que le lévrier l'abandonne. Eh bien, tout cela, n'est-ce pas, a quelque chose d'une humiliation d'ordre sexuel. Alors, ça aurait dû être, et je demande, il est admis 5 minutes de grâce comme la Dubarry descendant de la charrette. Enfin, non, elle ne demandait qu'un instant, moi je demande 5 minutes. C'est que ce que j'aurais dû traiter pour finir, enfin, que je traiterai à Bonn et à Münster et à Prague. Cette humiliation, c'est l'humiliation amoureuse et l'humiliation sexuelle. Mais en fait, comme je le disais la dernière fois, nous n'avons pas cessé de la rencontrer. Nous avons rencontré l'humiliation de la course des adultères, l'an dernier, l'humiliation du fou d'amour, l'humiliation de celui qui accepte le déshonneur par amour, comme le chevalier de la charrette, l'humiliation du bonnet dupé par les prostituées avec Courtois d'Arras, l'humiliation du vieillard impuissant avec Eustache Deschamps, l'humiliation de la laideur qui interdit de plaire avec le même, l'humiliation de l'amoureux trompé, l'humiliation du mari bafoué, l'humiliation du sodomite,
l'humiliation de la femme violée. Alors, ce que nous avons vu, ce que nous aurions pu voir, l'humiliation de la victime dénudée, nue en sa chemise, comme on dit à l'époque du condamné, si bien que toute souffrance et tout outrage sont pour cette victime dénudée l'équivalent d'un viol. Toute humiliation est une sorte de viol. Tous les chemins de l'humiliation conduisent à l'humiliation sexuelle, à moins qu'il n'en parle. Toute humiliation est un viol, l'exhibition et la pénétration d'une intimité qui devrait être préservée. Ça n'a rien d'étonnant. Nous avons vu dès le début de ce cours, et donc l'an dernier, que l'humiliation est produite par le regard de l'autre et que toute humiliation relève du voyeurisme. Et, si j'ose le dire, après avoir utilisé le mot voyeurisme, dans la Genèse, la première humiliation de l'humanité a été pour Adam et Ève de se savoir et de se voir nus sous le regard de Dieu, et la seconde a été la nudité de Noé sous le regard du mauvais fils, tandis que les autres détournent le leur. Et je ne sais pas, enfin certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, nous avons vu l'an dernier que le prédicateur Gilles d'Orléans, maître parisien, donc cite d'après Nicole Berrioux naturellement, qui invite les fidèles à surmonter la honte de la confession. Alors, oui, la confession est humiliante, mais ça vaut le coup de surmonter cette honte. Eh bien, Gilles d'Orléans note que la question de Dieu à Adam, qui se cache après sa faute, « Adam, où es-tu » Cette question n'est pas le signe d'une ignorance. Dieu sait tout, donc Dieu sait ce qu'a fait Adam et sait où est Adam. Mais cette question, cette fausse ignorance, est une délicate invitation à se montrer, à se révéler et à se confesser. Seigneur, je suis là et j'ai fait ça. Autrement dit, Dieu accepte de ne Dieu affecte de ne pas voir Adam et il essaye de lui éviter l'humiliation de son regard. Il ne peut pas s'empêcher de voir, il voit tout, Dieu, mais il essaye d'éviter l'humiliation de ce savoir-vu à Adam. C'est ce que dit Gilles d'Orléans, comme preuve, un maître de l'Université de Paris au XIIIe siècle avait les mêmes idées que moi sur l'humiliation. Donc, voilà. Et le lien entre l'humiliation du fou et l'humiliation sexuelle, qui nous est déjà apparu, nous en trouverions 1000 exemples. Par exemple, je voulais lire un récit que Francesco da Barberino attribue au troubadour Raymond Jordan, et où c'est l'histoire d'une comtesse qui voyage en Bourgogne, enfin que ce soit en Bourgogne ou ailleurs, et un jour, elle fait dresser les tentes pour pique-niquer, un minimum. Et alors elle pique-nique, et pendant ce temps, son stultus, donc son bouffon, mais qui paraît être un vrai idiot, va se promener et il arrive à un hameau, il entre dans une maison, il y a une jeune vierge, il saute dessus, il essaye de la violer. Alors elle hurle, les paysans arrivent, poursuivent le fou qui se réfugie auprès de sa maîtresse. Et du coup, les paysans attaquent la suite de la maîtresse, tuent sa suite et veulent la violer. Heureusement, des nobles du coin arrivent et la délivrent, etc. Mais voyez ce retournement, enfin, cette histoire d'un double viol et autour de la vengeance, l'instinct, parce qu'on croit comprendre que ce fou est réellement fou, donc quand il voit une jeune fille, il saute dessus. Et
et là, une scène de terreur pour la comtesse. Et c'est une scène qu'on pourrait mettre en parallèle avec la scène du marché de Meaux chez les chroniqueurs, particulièrement chez Froissart, mais enfin, les chroniqueurs de la jacquerie pendant la guerre de Cent Ans, là encore, où la reine de France et les princesses, des princesses de sang royal, se trouvent bloquées sur la place du marché de Meaux par les Jacques, les paysans révoltés, qui menacent de les violer et qui ont tué des tas de seigneurs tout autour. Et puis, là, Charles le Mauvais, qui en la circonstance a été bien utile, là, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, et d'autres arrivent à la rescousse et débloquent les princesses. Et ensuite, il y a des représailles atroces sur les Jacques. Mais que tous les chroniqueurs applaudissent, sauf Jean de Venette, chroniqueur pauvre carme dont la chronique latine vient de paraître dans Lettres gothiques. Et Jean de Venette, lui, est le seul à parler de la misère des Jacques et à comprendre la révolte des Jacques. Et les autres sont terrorisés, en fait, par les Jacques. Et on voit très bien que la scène du marché de Meaux est une scène si insupportable dans la menace du viol que c'est celle qui, ensuite, justifie les représailles terribles sur les Jacques. Et c'est d'ailleurs un phénomène bien connu, c'est le phénomène classique dans le sud des États-Unis. Il a violé une blanche, il a manqué de respect à une blanche, c'est ça, ce qui justifiait les répressions contre les Noirs. Bon. Nous avions vu, mais il y a longtemps, dans le cours de 2007-2008, je crois, l'humiliation de Gaussem Faidit, la femme qu'il aime, couche avec son meilleur ami dans son propre lit à lui, enfin bon, etc. Et avec la complicité de sa femme à lui, Gaussem Faidit. Nous avons vu Raymond Vidal pris au piège, n'est-ce pas, de l'éloge qu'il fait de sa dame, qui attire auprès d'elle le roi d'Aragon, avec lequel elle couche aussitôt. Jean-Marie Fritz nous a parlé d'Abélard. J'avais cité, là aussi c'est un texte qu'il aurait fallu vite étudier, l'histoire de la fille du comte de Ponthieu, nouvelle du XIIIe siècle, réinsérée dans un roman du XVe siècle, qui est l'histoire de Rashomon. Si vous avez vu le film Rashomon, eh bien, c'est la même histoire, la femme violée dans la forêt par des brigands sous les yeux de son mari, pratiquement, et les problèmes que cela suscite ensuite. Et donc, une fois que l'on a rattaché l'humiliation à ces questions de sexualité, eh bien, tout vient, et toute la pelote que nous avons enroulée se dévide à nouveau, et nous retrouverions absolument tout. Nous retrouvons aussi, et c'est là-dessus tout de même que je termine, nous retrouvons aussi cette idée que j'ai reprise bien des fois, parce que je me répète, et qui est que les petites humiliations sont pires que les grandes. Eh bien, dans ce domaine aussi. Et pour moi, pour terminer sur un auteur moderne, le grand auteur de l'humiliation en amour, c'est Thomas Mann. Et c'est les scènes répétées, alors du côté de l'adolescence, Hanno Buddenbrook ou Tonio Kröger, enfant, et qui chaque fois, ces petits garçons frêles, fragiles, intellectuels, tourmentés, et qui jettent leur dévolu sur un objet d'amour, un garçon, quand il n'en sait pas, quand cet amour de la sexualité est encore latente, puis une fille, qui sont des sportifs, bien dans leur peau, à l'aise en société, populaires au sens américain du terme, etc. Et les autres souffrent horriblement. Gentils avec eux, qu'ils aiment bien, et c'est d'autant plus douloureux.
Et puis, le comble, c'est Thomas Mann. Et, je termine sur lui en lui rendant hommage, parce que c'est une histoire tellement déchirante. Une nouvelle de Thomas Mann qui s'appelle Der kleine Herr Friedemann, le petit monsieur Friedemann. Et le petit monsieur Friedemann qui est un bossu. Et alors, il est un petit être bossu, contrefait, et qui mène une vie paisible, donc avec sa musique, ses livres, comme ça. Monsieur aisé, bon, et il va dans le monde autant que son niveau social fait qu'il doit absolument y aller. Et puis, dans le monde, il tombe amoureux d'une jeune femme éclatante. Et alors, elle est très gentille avec lui. Tout le monde est gentil avec le petit monsieur Friedemann. D'abord, le pauvre, on a pitié de lui. Et puis, il est si délicat, si intelligent, si fin. Il a une conversation si agréable. Il est si cultivé. Et il sait bien, depuis son enfance, il se met en garde contre cela. Il sait bien qu'on ne peut pas l'aimer. Et là, c'est trop fort. C'est trop pour lui. Et à une soirée, il se retrouve dans le jardin où il la suit. Dans le jardin, il y a une pièce d'eau avec un jet d'eau. Et là, il ne peut pas s'empêcher de lui avouer son amour. Même pas pour elle, mais il lui avoue. Et c'est comme Roland. Elle rit. Et elle rit, et elle s'éloigne en riant, et son rire se confond avec le bruit de l'eau qui tombe dans la pièce d'eau où le petit monsieur Friedemann s'est noyé. Voilà. Je vous remercie.